Je constate même que quand on appelle Célestine Zanou, tout de suite, aujourd'hui, chez les Béninois, ce qui leur vient en tête, c'est Mathieu Kérékou. Et ça me rappelle un peu ce que le président Abdoulaye Wade avait eu à me dire à Dakar il y a quelques années sur ça. J'en tire une fierté, j'en tire une fierté. Et j'ai été directeur de cabinet de Mathieu Kérékou pendant 4 ans. Et effectivement, c'est bien, quand l'occasion se présente, qu'on explique comment on en est arrivé là. Et ça permet de savoir aussi qui était l'homme. La première réponse que je vais vous donner, c'est dans son élan de chasseur de tête que je suis devenu son directeur de cabinet. Parce que j'étais directeur de cabinet au ministère du Plan avec le professeur Albert Tevoidjre. Directeur de cabinet au ministère du Plan, lui aussi chasseur de tête, est allé me chercher à mon poste à Dakar pour que je vienne diriger son cabinet. Et une fois au ministère du Plan, il a été question de gérer des dossiers. Et les dossiers qui m'ont été confiés, parmi les dossiers qui m'ont été confiés, il y a la conférence économique nationale. Et le ministre Tevoidjre m'avait expliqué les réticences du président Mathieu Kérékou, qui avait encore en mémoire ce qui s'est passé en 1990 pour la conférence des forces vives de la nation. Et je leur ai expliqué que la conférence économique nationale, si on venait à la mettre en pratique, la concevoir et la mettre en pratique, est beaucoup plus une conférence qui va porter le développement du Bénin et que le développement n'avait pas de couleur politique. Le président n'avait donc rien à craindre de l'organisation de la conférence économique. C'est alors que Tevoidjre en a parlé à Kérékou, qui m'a reçu en audience en tant que DC du Plan, en présence de mon ministre Albert Tevoidjre, et je lui ai expliqué, je l'ai encore rassuré. Et donc, ils m'ont laissé concevoir comment on allait organiser la conférence économique nationale. J'ai créé un groupe technique d'appui où il y avait des cadres compétents qui étaient là pour travailler à ce que devait être la conférence économique nationale. Je salue tous ces cadres béninois qui ont été, il y en a qui ne sont plus de cette vie, mais il y en a qui sont toujours là, et qui ont travaillé d'arrache-pied sous ma présidence. Je présidais le groupe technique d'appui pour qu'on puisse sortir de terre ce que nous avons réalisé en décembre 1996, du 9 décembre au 16 décembre, la conférence économique nationale dont j'étais le secrétaire général. À la fin de la conférence, j'ai rédigé les actes de la conférence nationale et les actes ont fait l'objet d'une remise officielle au président Mathieu Kérékou. Après la remise, j'ai proposé, en tant qu'économiste planificateur, j'ai proposé donc au président, à mon ministre d'abord, qu'on sorte à partir des actes de la conférence nationale un programme d'action du gouvernement. Donc le nom PAG, c'est moi qui l'ai sorti quand j'étais directeur de cabinet du Plan. Une fois encore, le ministre Albert Tevoidjre a rendu compte au président Mathieu Kérékou, qui nous a encore reçus en audience, et je lui ai dit comment j'allais procéder. Et c'est alors qu'il m'a laissé travailler. Il y a eu quelques dissensions à l'époque, puisque le Premier ministre a voulu que ça se fasse sous lui. Kérékou a dû prendre un décret pour me mettre à la disposition du Premier ministre, alors le président Mbedi, Adrien Mbedi. Et donc, je suis resté là pour travailler sur le premier programme d'action du gouvernement. Et donc, quand on a rédigé le premier programme d'action du gouvernement, Kérékou donc avait toutes les raisons de demander que je sois son directeur de cabinet pour l'aider à suivre l'exécution du PAG, puisque c'est un régime présidentiel. C'est un régime présidentiel. Et il a voulu que son directeur de cabinet soit là et pour l'aider dans la coordination de cette action. Donc voilà comment je suis devenue, après des mois de négociations, parce que selon ça, ce que j'avais retenu avec le ministre Albert Tevoidjre, c'était de retourner à mon poste à l'international après 18 mois. Mais Kérékou est descendu au niveau de son ministre. Il a demandé à son ministre de me convaincre d'accepter ce poste de directeur de cabinet du président de la République. Avec beaucoup de réticence, j'ai fini par accepter. Et aujourd'hui, je crois que c'est une bonne expérience.
Je ne vais pas dire ce qu'on écrit quand on fait les nécrologies. On nous dit souvent les années passent, mais la douleur persiste. Mais je dirais ici, les années passent, mais les souvenirs sont restés vivaces. Je me souviens de Mathieu Kérékou comme si c'était hier. Vous allez me permettre juste de faire un petit complément à votre question. Celui auprès de qui j'ai servi la République pendant des années, mais aussi celui auprès de qui j'ai continué à me ressourcer après son départ du pouvoir et jusqu'à la fin de sa vie sur Terre. Ce complément est important. Cette précision me paraît importante parce que, premièrement, elle permet d'apprécier la qualité de mes relations avec le président Mathieu Kérékou. J'ai démissionné, vous l'avez appris certainement en 2001, et pourtant, on a gardé de bons rapports quand je suis revenu d'Abidjan, de mon poste aux Nations Unies. Quand je suis revenu, on a gardé de bons rapports et on se voyait souvent. Mathieu Kérékou et moi, jusqu'à la fin de son vie. C'est très important de le dire. Et deuxièmement, ça permet aussi d'apprécier ce qui se passe sur l'échiquier politique dans notre pays, où des gens, des acteurs politiques, après avoir accompagné des leaders, se retournent donc à tirer sur ces leaders à boulet rouge et à dire parfois des insanités qui n'ont pas de sens. Être en politique, c'est aussi éduquer le peuple, c'est aussi être un exemple. Et donc, je pense que j'ai tenu à cette précision-là pour qu'on tire les leçons et que les gens arrêtent de prendre la politique pour du business. On n'accompagne pas un leader pour le business, on accompagne un leader parce qu'on partage un idéal avec lui et avec cet idéal, on construit le pays. Bon, ceci dit, je ferme cette parenthèse de cette précision, ce complément de votre question, pour vous dire que mon état d'âme, aujourd'hui, je peux le décliner en 2 points. Joie et fierté. Joie et fierté d'avoir été à cette école. L'école que j'appelle Mathieu Kérékou. Parce que Mathieu Kérékou, c'est une référence. Mon état d'âme, tristesse et amertume. Tristesse et amertume de voir que l'héritage de cet homme n'est pas préservé. Rien n'est fait pour préserver l'héritage de cet homme. On ne peut pas avoir eu un dirigeant comme Mathieu Kérékou. On ne peut pas avoir eu un homme de cette trempe qui a dirigé quand même notre pays pendant presque 3 décennies, hein, quand on fait le total, pendant presque 3 décennies. On ne peut pas avoir eu ça et puis ne pas agir de façon à préserver quelque chose de lui que nous allons transmettre à la postérité. On ne peut pas avoir eu cet homme et ne rien faire à la hauteur de ce qu'il a été. Bon, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je pense que ça va se corriger. Ça va se corriger un jour. Ça va se corriger. J'y crois. Je vais y travailler car on ne construit pas un pays dans le déni. Un pays, ça se construit dans le témoignage et la reconnaissance. Et en cela, nous devons beaucoup à Mathieu Kérékou. Le militaire, c'est la rigueur. J'ai été militaire, bon pas j'ai été militaire, mais j'ai fait le service militaire. Et donc, je sais ce que c'est que l'autorité militaire. L'autorité militaire, c'est de la rigueur. Et la République a besoin de rigueur. Donc, pour ça, Mathieu Kérékou n'avait pas besoin de rechercher un équilibre quelconque. Il est déjà un homme de rigueur de par sa profession. Et donc, il n'a fait qu'appliquer la rigueur qu'il a apprise au cours de ses formations militaires. Il n'avait pas besoin. Il avait juste donc à appliquer et il l'a fait. L'exemple que je donne souvent, c'est sa façon de traiter le courrier. Kérékou lisait tout. Tout. Et vous savez qu'à la présidence, nous recevons des milliers de pages par jour. Kérékou lisait tout. Je me rappelle encore de son fameux feutre bleu dont il fallait l'approvisionner. La secrétaire devait l'approvisionner en feutre bleu. Il lisait tout, il soulignait tout et il donnait les instructions avec son feutre bleu. Donc, assidu et rigoureux, l'homme était un militaire. Il était un militaire. Quant au trait
personnalités dont vous parlez, je me suis permis de les évoquer dans mon livre Conviction, paru en 2021. Je vais juste rappeler les traits de caractère que beaucoup ne connaissent pas, mais qu'il est souvent important de rappeler aux Béninois pour qu'ils sachent qui les a dirigés et qui est vraiment Mathieu Kérékou. Le premier trait de caractère est lié à sa filiation par rapport à sa mère, bien entendu. Telle mère, tel fils. Vous savez, la maman de Mathieu Kérékou, qu'on appelle Wando Yokosi, était une femme qui savait dire non. Les biographes de Kérékou nous ont donné les idées, ce qu'ils savent de cette femme. Je veux parler du professeur Félix Iroko, paix à son âme, qui a écrit un livre sur Kérékou. Kérékou est un homme hors du commun. Donc Wando Yokosi est une femme qui savait dire non, qui savait s'émanciper. Donc elle a dit non à un mariage, même si sa vie devait en être changée. Donc vous voyez que Mathieu Kérékou est le fruit de la contestation. Et le fruit de la contestation, ça s'est senti dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Toute sa vie, il aura contesté les idées, les faits, les gestes qui ne cadrent pas avec ses conceptions basiques. Il nous a donné la preuve à la conférence nationale, vous vous souvenez, on lui a préparé un discours, il a sorti un autre discours. Il conteste, c'est un contestataire. Et donc, c'est quelqu'un qui, tout en étant proche des gens, reste dans cette posture de celui à qui vous ne pouvez pas imposer ce dont il n'est pas convaincu. Et quand on est comme ça, quel est le titre qu'on vous donne? Révolutionnaire. Mathieu Kérékou est un révolutionnaire dans l'âme. Et le deuxième trait de caractère que moi j'ai souligné après celui de l'enfant de la contestation, c'est que Kérékou sait se remettre en cause. Il sait se remettre en cause. Il sait se mettre à la place des autres pour apprécier leur situation. Mathieu Kérékou nous en a donné aussi l'illustration à la conférence des forces vives de la nation. Toute sa vie est une ode à l'empathie. Il est dans le plaidoyer. Il est dans le plaidoyer. Et tous ceux qui venaient en audience chez Kérékou peuvent témoigner. Malheureusement, ce pays n'est pas un pays de témoignage. En tout cas, c'est un homme d'engagement dont les facettes évoluent certes, mais sans jamais trahir l'esprit de justice, l'esprit d'équité et le sens élevé du bien commun. Quand un homme se comporte comme ça, moi je l'appelle caméléon. Donc Kérékou est un caméléon. Nous l'avons appelé caméléon, mais il a un prénom qui est Tcha, qui veut dire caméléon dans sa langue maternelle. Le troisième trait de personnalité que je retiens de Mathieu Kérékou est lié à sa profession de militaire. Vous savez, les militaires sont des hommes d'action, ils agissent. Donc Kérékou est un homme d'action, parce qu'il est militaire. Et nous avons quand même un quatrième trait de caractère, un quatrième trait de caractère que j'évoque souvent, c'est un homme d'honneur. En 1960, c'est lui qui avait tenu le drapeau à l'indépendance. L'homme d'honneur, c'est l'homme qui aime son pays. Kérékou est un homme d'honneur, il est un homme de devoir vis-à-vis de son pays et de ses compatriotes. Et je vais seulement vous donner un exemple. Il a l'habitude de me dire que chaque matin, quand lui se réveille et qu'il pose ses pieds à terre en descendant de son lit, il fait une prière. Et la prière qu'il fait est celle-ci. Il dit qu'il prie Dieu. Il prie Dieu pour qu'il l'aide à ne jamais faire dans ce pays ce qu'il va faire et qui l'emmènerait à vivre hors de son pays. Vous me suivez? Le matin, ce qu'il demande au Créateur, c'est de l'aider à ne jamais faire dans ce pays ce qu'il va faire et qui va l'emmener à vivre hors de ce pays. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà une conception sur la vie après le pouvoir. C'est quelqu'un qui sait qu'il va quitter le pouvoir. Et donc quand on est dans cette posture, il y a des actes compromettants qu'on ne pose pas.
Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à dire que Kérékou, c'est l'homme qui a eu ce que son peuple lui aura donné. Il ne s'est pas caché derrière des sophismes pour s'accaparer de quelque patrimoine que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est très important. Il n'a pas posé des actes complémentaires, compromettants. Je confesse que Kérékou est un don. Est un don que le Bénin, le Dahomey d'abord et le Bénin se sont faits pour écrire des pages importantes de notre histoire. Et le dernier point, oui, le dernier point de caractère, quand on est contestataire, quand on est patriote, quand on est homme d'honneur, homme de plaidoyer, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il faut se poser la question, c'est pour la paix. Donc Kérékou est un homme de paix. La paix qu'il aura recherchée toute sa vie. D'abord, en tant que dirigeant au niveau du gouvernement militaire, donc la révolution, j'ai appelé la recherche de cette paix, la paix de gauche. Il l'a recherchée. Il l'a recherchée par l'absence de guerre dans le pays à l'époque, l'absence d'utilisation d'armes contre ses populations, contre ses compatriotes, alors qu'il en avait les moyens. La possibilité, il ne l'a pas fait. Et la recherche constante de l'unité nationale. Voilà un trait de caractère dans la recherche de la paix de gauche. Ça n'a pas marché, la révolution n'a pas marché. Et quand la révolution, la recherche de paix de gauche n'a pas marché, Kérékou n'a pas abdiqué. Il est revenu par les urnes. Avant de revenir par les urnes, il y a eu la période de transition. Et tout le monde se souvient de cette période où il était dépouillé de tout. Le comportement qu'il a eu pendant cette période est un comportement d'homme de paix. Maintenant, quand il est revenu par les urnes en 1996, il s'est attaché à respecter les fondamentaux de la démocratie. Donc la paix du renouveau démocratique ou la paix de droite, Kérékou l'a encore recherché en respectant les fondamentaux de la démocratie. Vous êtes de la presse et vous devez vous souvenir qu'en ce moment-là, le Bénin a été numéro 1 dans la classification de Reporters sans frontières en termes de liberté d'expression. Et donc, un homme de paix, il aura été, il a recherché la paix. Et pour lui, la paix, qu'elle soit de gauche ou de droite, ce qui importe, c'est que l'homme, au travers des obstacles, au travers des épreuves, se mette dans un élan de perfection sans fin. Et que l'homme comprenne, et que les dirigeants comprennent que la paix devant les souffrances pose problème. Donc, il faut toujours travailler à éradiquer les souffrances, les misères, les injustices pour être sûr de préserver la paix. Donc, Kérékou est un homme de paix. Ce que je souhaite que l'histoire retienne de Mathieu Kérékou, c'est à peine si je n'avais pas déjà répondu à cette question en parlant de ces traits de personnalité, c'est à peine. Mais bon, pour parler de façon plus précise, je vous dirai que Mathieu Kérékou est un grand homme d'État. Quand on le dit comme ça, peut-être que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais quand on voit l'histoire de Mathieu Kérékou, on voit qu'il est le fruit d'une époque. Il est le fruit d'une époque, la période révolutionnaire, la période militaire. Il est le fruit d'une époque et il a réussi à s'adapter aux exigences de la nouvelle époque, le vent démocratique qui a suivi.